Maintenant, pour discuter de cette première journée d'audience du Comité de la justice sur l'affaire SNC-Lavalin, je reçois le constitutionnaliste Benoît Pelletier. Bonsoir, M. Pelletier. Bonsoir. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette première journée d'audience? Bon, on a appris quand même encore peu de choses, Oui. Je dois dire, mais je retiens de ce que dit M. Lametti, Le ministre de la Justice. oui, le ministre de la Justice, que justement, le ministre de la Justice et le procureur général ne travaillent pas en vase clos. Ça, il le dit. Ça n'a pas vraiment été remarqué. Mais c'est important parce que effectivement, ça veut dire que le ministre de la Justice peut avoir des discussions avec ses collègues, avec le premier ministre, sur des sujets qui font l'objet ou qui risquent de faire l'objet de poursuites judiciaires. Alors donc, ça, c'est ce que j'ai retenu essentiellement de son témoignage. Et puis, dans le cas du greffier du conseil privé, je retiens que lui soutient qu'il n'y a pas eu de pression inappropriée auprès de la ministre de la Justice, de la part du premier ministre ou des membres de son bureau, mais je retiens également qu'il a dit que c'était une question de perception en même temps. C'est-à-dire qu'il est toujours possible que Mme Wilson-Raybould ait perçu ce qui était fait auprès d'elle comme étant des pressions inappropriées. Donc, ça reste à voir. Il va falloir voir ce qu'elle en pense et puis comment elle a vécu les événements et quelle est la nature des événements également qu'elle a vécu. Mais donc, c'est ce que j'ai retenu surtout des témoignages d'aujourd'hui. Bon, justement, parce que la pièce de résistance, évidemment, à ce comité de la justice, ça va être le témoignage de Mme Wilson-Raybould, qui est attendu pour plus tard la semaine prochaine. Plus tôt cette semaine, je vous demandais si vous pensiez que le premier ministre allait lever son secret professionnel. Vous m'avez dit que non, ce serait surprenant. On a entendu le premier ministre encore aujourd'hui dire qu'il fallait faire extrêmement attention avec le secret professionnel, que c'était lourd de conséquences et tout. Ça semble acquis qu'on ne va pas lever... ça serait surprenant, en tout cas, qu'on lève le secret professionnel pour Mme Wilson-Raybould. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne pourra pas livrer comme elle veut, comme elle l'a dit cette semaine, sa version des faits? Bien, normalement, c'est ça que ça devrait dire. Parce que, bon, elle a le secret professionnel d'avocat à client. Parce qu'elle est la jurisconsulte du conseil privé et puis elle est également la conseillère juridique en chef du gouverneur général du cabinet, en d'autres mots. Donc, il y a ce secret-là. Il y a aussi le secret ministériel, ne l'oublions pas. Mais là, elle va devoir se défendre. Elle va être devant une commission qui va lui procurer une immunité en soi. Et il est tout à fait possible qu'elle saisisse l'occasion pour dire des choses que peut-être que normalement, elle ne devrait pas dire, mais sentant que sa carrière est en jeu, sentant que son avenir est en jeu dans toute cette affaire-là, peut-être qu'elle va transgresser des règles auxquelles nous sommes habitués en tant que politiciens, mais il est possible qu'elle aille plus loin que ce à quoi nous nous attendons. Parce que déjà cette semaine, elle aurait dit dans une réunion du cabinet qu'elle avait subi de la part du premier ministre, ou du bureau, en fait, du premier ministre, des pressions qui sont inappropriées dans le dossier de SNC-Lavalin. Donc, vous pensez qu'elle pourrait venir, justement, se justifier là-dessus, s'expliquer dans ce sens-là? Bien oui, écoutez, il y a tellement de fuites dans cette affaire-là qui viennent de partout. Bon, et on lit des choses dans le Globe and Mail et il y a des choses qu'elle a dites auprès du Conseil des ministres, comme vous venez de le souligner. Il y a tellement de fuites qu'elle va vouloir donner sa version de l'histoire. Alors, il est tout à fait possible qu'elle se sente plus ou moins liée, je dirais, par les obligations liées à la confidentialité. Et puis, par ailleurs, on ne sait pas à quelle opinion juridique son conseiller, M. Cromwell, va arriver. Il est possible que ça ne soit pas rendu public, par ailleurs. Mais lui, ce qu'il essaie de faire, vraisemblablement, tout en ne transgressant pas le droit, c'est d'interpréter le droit de façon à ce que Mme Wilson-Raybould ait une marge de manœuvre pour dire des choses. Lui fournir un cadre juridique dans lequel elle pourrait s'exprimer. Exactement, c'est ça. Mais devant la commission, le comité de la justice, ça sera pas, son témoignage ne sera pas à huis clos quand même. Non, bien entendu, ça va de soi, mais en même temps, c'est pour elle l'occasion, rêvée, pour donner sa version des faits, sa version de l'histoire. Et moi, ce que je vous dis, c'est que si elle appliquait les règles strictement, normalement, elle ne dirait pas grand-chose, mais elle va peut-être être tentée d'en dire plus
étant donné l'enjeu pour elle et puis pour sa carrière et son avenir. Donc, parce qu'on entend des observateurs, des gens qui disent finalement cette commission-là, elle va être un peu bidon, on n'apprendra rien. On a entendu aujourd'hui le ministre Lametti dire qu'à cause de ses fonctions, il ne pouvait pas parler sur ci et sur ça. Il était vraiment très prudent dans ses propos. À la lumière de ce que vous nous dites, on pourrait en apprendre plus qu'on pense à cette commission-là. Tout à fait. Si ce n'est pas le cas, bien là, je pense que la balle va être dans le camp de Mme Wilson-Raybould. Et puis, elle aura fait toute une histoire avec finalement quelque chose qu'elle n'est pas en mesure de révéler. Donc, vraisemblablement, elle est dans de beaux draps, comme le gouvernement est aussi dans de beaux draps avec cette histoire-là. Mais vous savez, si je reviens à la question des pressions dont on parlait ou de l'influence de la part du premier ministre ou du bureau du premier ministre, moi, je vous dirais, quand on est ministre et que quelque chose vient du bureau du premier ministre, on a toujours l'impression que c'est le premier ministre lui-même qui parle. Alors, que ce soit son chef de cabinet, un conseiller particulier, un conseiller spécial, ou que ce soit même quelqu'un qui est plus bas dans le personnel du bureau du premier ministre, lorsque quelque chose arrive aux oreilles d'un ministre provenant du bureau du premier ministre, on a l'impression que c'est le premier ministre qui envoie un message. C'est le premier ministre qui parle. Oui. Alors là, c'est pour ça que c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre cette impression que Mme Wilson-Raybould a pu avoir eue de subir des pressions inappropriées de la part de quelqu'un en haut lieu qui serait finalement, ultimement, le premier ministre. Parce que lorsque des membres du bureau du premier ministre interviennent auprès d'un ministre, le ministre ne sait pas comment interpréter ce qui lui est dit. Est-ce que c'est le premier ministre lui-même qui l'envoie, cette personne-là, pour transmettre un message quelconque ou non? Et là, ce contexte-là, à mon avis, est très, très important pour comprendre l'histoire qu'a vécue Mme Wilson-Raybould. Oui, c'est en fait le nœud un peu de l'affaire. On aura peut-être l'occasion d'en savoir davantage la semaine prochaine avec le témoignage de Mme Wilson-Raybould. Merci beaucoup, M. Pelletier. Ça me fait plaisir. Merci.